toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Céliane, Aitor et Johan. Salut. Coucou. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Super. Du coup, je vais vous laisser un peu vous présenter. Donc, du coup, je m'appelle Céliane. Je suis en deuxième année à Sciences Po. Je suis dans l'association Saint-Germain-Faux. Donc, je gère le journal. Voilà. C'est très bien, ça nous ira. Moi je m'appelle Aitor Agusuro Camora, je suis en première année. À l'IEP je suis en première année donc je sers pas à grand chose pour l'instant. Mais en vrai là il y a les grandioses et tout, je vais participer et voilà. Ok, très bien. Moi, c'est Johan Constantin Senior. Je suis en première année à Saint-Germain-en-Laye et je viens de Paris. Ok, parfait, efficace. Donc du coup, on passe sur les petites questions, comme d'habitude. Si vous voulez pas répondre, vous avez le droit à un joker. Donc du coup, toute première question, ça reste facile. Quelle était la matière que vous préfériez quand vous étiez au lycée? Moi, j'ai eu la chance d'avoir la spécialité cinéma audiovisuel. Oh, Donc très forcément, c'était clairement ma matière préférée. On regardait des films et on branlait rien. Donc, mais ouais, non, c'était cinéma, clairement. Moi en vrai je crois que c'était le français, genre j'aimais grave la littérature. Quand on faisait les textes à étudier, j'aimais bien et tout, parce que je suis quelqu'un qui participe beaucoup, donc j'aimais bien analyser les textes pour l'oral de français en première. Moi, c'est un peu de matière, du coup, ex aequo, la littérature espagnole et la GGSP. Parce que littérature espagnole, ce qui était super intéressant, c'est qu'on voyait du point de vue de la littérature, toute la société hispanophone. Donc, histoire, mais aussi l'impact de la colonisation. Et la GGSP, parce que, je sais pas, j'aimais trop. Alors, deuxième question. Si vous en aviez la possibilité, dans quel endroit choisiriez-vous de vous téléporter? Là, tout de suite. Chez ma famille. Tout de suite. Oh. Ouais, Ah, c'est Mimi. chez mes parents. C'est trop mignon. En vrai je dirais, je sais pas, dans les montagnes, dans un truc comme ça. C'est hyper basique, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en fait genre, je sais pas, je c'est trouve ça la hyper, première, je trouve ça apaisant et tout, moi j'aime bien les montagnes. Moi, de fou. Moi, à la plage, vu que là, il fait très froid. N'importe où, tant que c'est à la plage, moi, ça me Carrément va. d'accord avec toi. Donc du coup, troisième question. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit ou petite? Je voulais être dictatrice. T'as fait les bonnes études, hein? Wow. J'ai plus trop l'âge, mais 4-5 ans. Hashtag Je me suis dit, il fallait que je prenne le contrôle du pays. D'accord. Il fallait que je supprime l'argent, comme ça il y aurait plus de pauvres en fait. Logique. Ah, donc t'es une dictatrice En fait, je veux- bienveillante. mais- Il faut savoir que, arrivé en 3e, 4e, quand t'apprends le principe du communisme, j'ai fait attendez, c'est pas moi qui ai inventé. Moi j'étais persuadée. Mais ouais, Ok. je voulais être dictatrice. D'accord. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. C'est quand on était petit, y a pas de souci. C'est difficile de faire plus original, mais... Non, moi je vais pas Ouais. gagner là. Je crois que je voulais être astronome pendant hyper longtemps. Je voulais être astronome. Ok. Ensuite j'ai voulu être monteur vidéo YouTube. J'étais un peu trixma par YouTube et tout. Cyprien, je sais pas, j'aimais trop quand j'étais petit. Ouais, franchement, youtubeur aussi, j'aurais bien kiffé, hein, mais non, je sais pas, c'est passé par tout et n'importe quoi. Cuisinier, Mhm. agriculteur, mais bon, je pense que c'est un délire de parisien, ça. Mais non, franchement, j'ai eu trop de trucs pour tous les dire. Ok, non mais c'est bien, c'est diversifiant. Et donc du coup, pourquoi finalement vous avez choisi Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour faire vos études? Moi, du coup, je viens de Chinon. C'est un endroit un peu paumé dans le centre de la France. Je viens d'un lycée public, donc moi, ma mère, toute mon enfance, elle disait une expression qui était « faut pas avoir fait Sciences Po pour faire ceci, cela ». Ce qui fait que pour moi, c'était un peu le cursus par excellence. Et vu que je faisais de la GGSP, j'ai découvert un peu les matières qui étaient enseignées à Sciences Po et j'aimais bien. Je m'étais dit pourquoi pas. Moi en vrai à la base je viens de Paris. Donc quand j'ai eu tous les Sciences Po ça me paraissait évident. Parce que je voulais pas trop partir de chez moi. Saint-Germain-en-Laye ça me permettait de rester chez moi. Et même s'il y a le trajet entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, ça permettait de rester dans la maison. En plus je trouvais que les masters ils étaient plutôt diversifiés. Enfin il y avait du choix, c'était pas trop spécialisé et tout. Et j'ai hésité avec la prépa. Mais en fait j'avais envie de pouvoir découvrir des nouvelles matières, parce que la prépa c'était très comme le lycée, et de pouvoir aussi partir à l'étranger. Ça m'a appâté, hein, on va pas mentir, mais du coup Saint-Germain-en-Laye ça me paraissait le plus évident pour moi, parce que bon, je me voyais pas partir à Aix quoi. Moi, j'ai pas trop eu le choix parce que c'est le seul IEP qui m'a accepté. Mais en vrai, j'hésitais toujours entre faire du cinéma et Sciences Po. Et j'ai pas fait Sciences Po en terminale, du coup j'ai fait 1 an en communication parce que j'avais jamais entendu parler de Sciences Po. D'accord, ok. Enfin, genre, je savais de nom ce que c'était, mais j'avais aucune idée Oui, de t'avais pas- qu'est-ce qu'on apprenait et tout. Et pour moi, c'était genre pas pour moi, tu vois. Et comme je savais pas encore quoi faire, je me suis dit Sciences Po, on apprend plein de trucs. Au moins, je suis sûr genre d'avoir un bon diplôme et puis après, je pourrais voir ce que j'ai encore envie de faire en 5e année, quoi. D'accord, très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour vos réponses. On va donc passer au tout premier débat du jour, qui est sur l'engagement étudiant. Donc, du coup, l'engagement peut prendre des formes très variées en fonction des causes que vous pouvez défendre ou des personnes qui sont concernées. On ne s'engage pas tous et toutes de la même manière ou pour les mêmes motivations. On se sent parfois directement concerné en tant que personne
ou touchés émotionnellement ou particulièrement indignés par une situation qu'on trouve inacceptable. Donc que ce soit par les associations, les réseaux sociaux, les débats publics, les manifestations de rue, les lieux de militantisme et d'engagement sont nombreux et ne cessent de se diversifier. Alors selon une étude de la Fondation Jean Jaurès de 2021, 63% des Français et des Françaises se considèrent personnellement engagés. On voit ainsi que l'engagement est assez présent dans notre société et que c'est surtout chez les jeunes qu'elle est le plus importante, car 72% des 18-24 ans se considèrent engagés. Du coup, ces statistiques elles peuvent aussi étonner dans une ère où on n'arrête pas de dire que les jeunes sont massivement désintéressés de la politique. Et en réalité, elles tendent donc à montrer que non, la jeunesse n'est pas désengagée, mais qu'elle se mobilise et se fait entendre différemment. Alors du coup, chers invités, vous êtes tous les trois engagés politiquement pour des causes qui vous sont chères. J'ai donc une première question à vous poser. À quel moment avez-vous décidé de franchir le pas de votre engagement ? Est-ce que ça a été une évidence ou que ça a été un processus plus long qui s'est construit progressivement ? Moi, je suis engagé dans... Au début, j'étais au centre culturel et social de mon quartier. Et en fait, c'était un centre qui permettait du coup à des enfants, souvent c'était des enfants de milieu populaire, d'avoir une aide aux devoirs, d'avoir quelqu'un qui les aide. Et souvent, c'était des dames retraitées. Et du coup, depuis la classe de première, moi, j'étais bénévole là-bas. Une fois toutes les 2 semaines, genre je faisais 1 heure, une fois toutes les 2 semaines, parce que ça me paraissait plutôt évident, parce que j'étais au lycée, j'avais du temps. Enfin, j'avais pas énormément de temps non plus, parce que c'est des horaires de lycée, mais j'avais cette heure-là toutes les 2 semaines, donc ça me paraissait logique de m'engager, surtout qu'en vrai, à Paris, c'est simple de trouver des associations. T'as le truc de la mairie qui référence toutes les associations, donc c'était plutôt simple. Et en plus, j'étais à fond pour l'égalité des chances et tout. Du coup, aujourd'hui, je suis encore engagé dans une autre association. J'ai changé, une association pour aider les enfants de migrants et les enfants en difficulté scolaire. Et à mon sens, c'est hyper important de s'engager, parce que c'est ce genre d'association qui aide à combler en fait les faiblesses étatiques. Là, par exemple, l'association dans laquelle je suis bénévole, elle reçoit plus de subventions de l'État depuis quelques années. Elle reçoit seulement la subvention de la mairie et les cotisations des bénévoles. Donc en fait, si surtout nous étudiants qui en vrai avons du temps à partager, si nous on s'engage pas pour la solidarité, qui va le faire, quoi? Ok, très bien. Pour moi, ça a été comme une évidence. Chez moi, j'ai toujours eu des modèles. Mon père, c'est quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté, donc depuis toute petite, à chaque fois qu'on passait devant des personnes qui étaient dans le besoin, il disait tu donnes. Si tu peux, tu donnes. Tu sais pas ce qu'ils vivent, t'as aucune idée. Essaie d'apporter un peu de soutien si toi t'as la possibilité. Et puis ma mère, c'est quelqu'un aussi qui n'a jamais fait pour elle, qui a toujours fait pour les autres. Donc j'ai toujours eu comme modèle de mère quelqu'un qui donnait de son temps un pourcentage tellement élevé pour des inconnus ou même sa famille, ses enfants, que c'était évident pour moi. Ma mère a toujours tourné dans des assos à côté de chez nous. Ma grand-mère, c'est pareil, elle fait un jumelage en fait avec une ville au Burkina Faso. Donc j'ai toujours connu ma grand-mère récolter de l'argent pour ce genre de choses. Et c'est vrai que depuis toute petite, c'était logique pour moi de participer aux événements, de vendre des choses. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à participer activement. Je récoltais de l'argent pour des assos, pour les handicapés, pour les enfants, pour les logements sociaux aussi. Peut-être une fois par mois, j'ai aucune idée, mais c'est vrai que pour moi, c'était important de le faire tout de même. Et c'est quelque chose que je souhaite continuer. Ok. Moi, je me suis engagé du coup assez tard en vrai, parce que c'était pas trop une habitude de ma famille ou quoi. J'ai eu la chance de grandir quand même dans un milieu assez privilégié. Donc je dirais que j'ai commencé à m'engager à la fin du lycée, parce que j'étais quand même dans un lycée du centre de Paris très très politisé, à gauche, voire à l'extrême gauche. Donc j'ai commencé, je pense, à me politiser en terminale. Et ça a commencé avec les cours de SES en vrai. Juste, tu parles d'inégalité tout le temps, tu te rends compte que en fait, il y a vraiment des problèmes avec le système économique actuel. Donc ça a été un peu le déclic. Et après, j'ai essayé de me former en théorie, j'ai lu beaucoup et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ce serait bien de mettre ça en pratique. Du coup, j'ai commencé à aller dans des manifestations. Et puis c'était le moment des élections de 2022. Donc il y avait beaucoup de manifestations. C'est comme ça que j'ai commencé, puis après j'ai jamais vraiment arrêté. Je me suis jamais engagé dans des associations, je crois. Mais j'ai essayé dans des partis, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait avec l'idée de parti, genre c'est trop hiérarchisé. J'avais pas l'impression qu'on faisait quelque chose de concret. C'était un petit peu trop dans l'image du parti. C'est pour ça que par exemple le comité Palestine, mais je pense qu'on pourra en reparler après. Le comité Palestine, c'est vraiment quelque chose qui pour moi c'est la meilleure forme d'organisation possible. Mais moi je suis totalement d'accord avec toi, parce que j'ai commencé mon engagement donc par de l'associatif,
Mais très vite aussi, c'est devenu politisé, de par les convictions que je peux avoir. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, je m'étais dit, peut-être que je peux trouver quelque chose, mais la forme de parti était pour moi trop hiérarchisée. Et aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien de concret qui pouvait en émaner, quoi. Et donc, j'ai quand même essayé. Moi, je me suis... disons que j'ai eu pas mal de contacts avec le POID, Parti ouvrier indépendant démocratique. C'est un parti donc d'extrême gauche. Concrètement, de base, c'était dans le contexte des manifestations pour la retraite. J'avais l'impression qu'il fallait agir concrètement, et donc peut-être là, je me suis dit peut-être me tourner vers un parti. C'est vrai que pour moi, il était plutôt évident de me tourner vers l'extrême gauche plutôt que des partis qui faisaient le compromis, on va dire. Et c'est vrai que j'ai pas été totalement satisfaite parce que je me suis rendu compte que, par exemple, face à des moments où on attendait beaucoup d'engagement, il y avait de la retenue alors qu'on est censé être dans un parti qui se dit trotskiste. Ouais, trop d'encadrement, un peu de hiérarchie, comme tu dis. Et des fois, beaucoup de mots pour pas grand-chose aussi. Et est-ce que ça, vous l'avez aussi du fait que vous êtes des jeunes qui entrent dans un parti où j'imagine qu'il y a quand même une diversité d'âge, je pense. Est-ce que vous avez ce truc-là, peut-être, de pas être entendu, et donc du coup, on sait que vous êtes là, mais bon, vous avez juste un droit à vous taire et à suivre le mouvement, ou est-ce que c'est vraiment, vous pensez, dans l'organisation générale, où on écoute juste certaines personnes qui ont plus de légitimité? Je pense que ça dépend de toutes les organisations. Je pense qu'il y a de l'autocensure aussi, genre moi j'ai participé à des comités et tout, je me voyais mal prendre la parole et parler, alors que tout le monde se connaissait déjà, que moi j'ai 18 ans, la moyenne d'âge ça devait être 25-30, j'avais du mal à parler. Je pense que, surtout dans les partis d'extrême gauche, ils laissent quand même une grande place aux nouveaux arrivants, tout ça. Mais c'est quand même de l'entre-soi, enfin, c'est difficile de se faire sa place. Et du coup, je pense que c'est même contre-productif. Il faudrait qu'ils fassent attention, surtout à l'extrême gauche, parce que le but, c'est de rassembler plus de monde. C'est drôle parce que moi, du coup, c'est le contraire. J'ai pas eu de problème, en fait, en soi, à me faire une place. Mais après, c'est aussi parce que j'avais pas rencontré tout le monde au PUD. Moi, j'ai fait quelques événements, mais j'ai tourné plutôt autour d'un groupe de jeunes. En gros, à Nanterre, il y a une antenne de la FJR, qui est la Fédération de la Jeunesse Révolutionnaire. Et en fait, du coup, les adhérents faisaient partie du PUD. On avait tous les dimanches une réunion de 3 heures où on commençait par parler de l'actualité, on parlait aussi de la Tribune des Travailleurs, qui est le journal du PUD. On essayait de faire de la vente. Et on parlait concrètement quelles étaient les actions à faire. Et c'est vrai que moi, très vite, je suis rentrée dedans. Et vu que je proposais, en fait, et que je voulais faire, c'est vrai que ça n'a pas été très compliqué. Mais il n'empêche que je suis d'accord, en fait, on sentait que c'était quand même hiérarchique. Souvent, il faut aller un peu dans leur sens, quoi. Ils veulent pas entendre autre chose. C'est compliqué. Ouais, ça pousse un peu à l'abandon, enfin à lâcher un peu de ce... En fait, moi, j'arrive pas à m'associer à un parti parce que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps être d'accord dans sa globalité ou alors... Pour moi, il y a toujours quelque chose qui va pas dedans. Enfin, j'arrive pas totalement à m'identifier, quoi. Ouais. Et donc, du coup, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, vous avez aussi en point commun d'être entré à Sciences Po, du coup. Donc, quel a été l'impact sur vos parcours d'engagement, l'entrée à Sciences Po? Est-ce que ça l'a rendu plus fort, plus puissant? Enfin, est-ce que ça a pris d'autres formes? Personnellement, ça m'a fait poser énormément de questions sur mon engagement, parce que moi, la grande question, c'était est-ce que je fais de la politique un passe-temps sur le côté, c'est pas un passe-temps, mais voilà, un engagement sur le côté et j'en fais pas mon métier, ou est-ce que je rentre à Sciences Po et j'ai de grandes chances d'en faire mon métier? Et la question après, c'était, maintenant que je suis à Sciences Po, je sais pas encore ce que je vais faire après, mais il y a des chances que ce soit de la politique, est-ce que j'ai le droit de continuer mes formes d'engagement sur le côté, sachant qu'elles peuvent être moyennement acceptées? Est-ce que j'ai le droit, jusqu'à où je vais, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, de pas dire, est-ce que ça va affecter ma carrière et tout, mais en même temps, si je dois me retenir de dire des choses parce que j'ai peur que ça affecte ma carrière, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier-là? Oui. Enfin bref, c'est des trucs super compliqués et j'ai pas la réponse encore aujourd'hui, c'est des questions que je me pose constamment, et rien que ce podcast, je me dis est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que je peux dire, est-ce que ça va être sorti plus tard et tout. Je pense que je commence à me dire je dis ce que je veux et si un jour ça me bloque, et tant pis, c'est que c'était pas ce que je voulais faire et voilà. En vrai, perso, les manifestations contre la réforme des retraites, ça a vraiment été un point de mon engagement politique aussi, parce que moi, j'ai fait quasiment toutes les manifestations avec ma mère, et donc du coup, j'ai grandi un peu dans un cocon assez politisé. On parlait politique, on débat beaucoup politique avec ma mère, et aussi, du coup, mon entrée à Sciences Po, ça m'a permis de rencontrer aussi des gens qui mettent un peu au centre de leurs idées, tout ça, la politique. Et c'est vrai que c'était super intéressant, du coup, d'avoir cet aspect aussi où on peut partager des références. Enfin, j'apprends beaucoup d'autres gens, surtout peut-être au niveau des lectures, on peut partager les lectures qu'on fait et tout. Et c'est vrai que
Ça, c'est hyper intéressant puisque ça crée un entre-soi politisé aussi. Je trouve ça super intéressant de pouvoir débattre de mes idées avec d'autres gens qui ont peut-être un engagement qui est de la même sensibilité, mais qui peut différer sur certains points. On débat pas forcément des mêmes choses à l'extérieur de Sciences Po que dans Sciences Po. Moi, en fait, en arrivant à Sciences Po, j'ai ressenti un profond mal-être parce que je me sentais pas à ma place. Donc mes parents sont tous les deux ouvriers, ils n'ont pas eu leur bac, personne n'a fait d'études. Ça paraissait un peu comme, je dirais pas un miracle, mais tout le monde était extrêmement fier du fait que j'aille à Sciences Po. Je suis partie dans la région parisienne, donc rien à voir. Moi, je viens d'un endroit où ma maison elle est entourée par des vignes. Il n'y a pas trop de bus quoi pour. C'était un énorme changement du coup. Moi, c'était un énorme changement, mais c'est comme si tout était plus grand, plus vite, plus rapide. J'ai l'impression que j'étais pas à ma place parce que je comprenais pas forcément tous les codes. Moi, je connaissais pas Sciences Po quand je suis rentrée en terminale. Puis en plus, j'avais pas de prépa, j'essayais de me préparer toute seule. Donc j'avais l'impression d'avoir volé la place à quelqu'un, honnêtement. Et surtout, durant toute la préparation, je m'étais sentie extrêmement mal parce que je sacralisais énormément le concours et j'avais personne avec qui en parler. Ça a joué beaucoup sur le moral. Et donc quand je suis arrivée à Sciences Po, je me sentais pas chez moi, mais quand je rentrais chez mes parents, je me sentais plus non plus chez moi. J'étais comme coincée au milieu et au niveau de mon engagement, ça a joué parce que je me suis dit que je voulais pas que d'autres personnes ressentent ça. Donc par exemple, une des manières que j'ai trouvées pour m'engager, ça a été d'aider des terminales pour le concours commun. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Hector, parce qu'il fait partie des 5-6 personnes que j'avais préparées. On avait un petit groupe. Finalement, donc oui, c'est ton entrée à Sciences Po qui t'a donné envie d'ouvrir ça, l'opportunité à d'autres gens. Et puis des fois on faisait des appels où je faisais des points d'histoire, où j'étais sur la QC, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi j'aimais bien le fait de pouvoir aider des personnes et de me dire, en fait on avait un petit groupe, donc dès que quelqu'un posait une question, il le posait dans le groupe, ça permettait à ce que les autres puissent avoir la réponse, mais en fait que ça serve à tout le monde quoi. Donc, un esprit d'entraide et tout ça. C'est ça. Et toi, comment tu l'as vécu Moi, j'étais content d'avoir quelqu'un de Sciences Po et du coup, mise en abîme, je fais exactement la même chose du coup aujourd'hui avec des terminales de mon lycée qui passent le concours et donc du coup, je les bouge, je les aide et tout, je leur dis que tout va aller. Ensuite, pour revenir sur autre chose que vous avez en commun, c'est donc que vous êtes membre du comité Palestine. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je ne sais pas si tout le monde connaît à Sciences Po, donc comment ça s'est un peu formé, comment ça s'est créé? Alors de base, c'était une idée donc d'un 5e année qui s'appelle Axel, qui nous a parlé. On avait un petit groupe avec quelques personnes un peu politisées sur Insta, et il nous a dit je vois qu'il y a eu un appel des étudiants palestiniens à faire des comités un peu partout dans le monde, donc d'autres étudiants, pour parler de la situation en Palestine. Donc ça avait été relié par Urgence Palestine, qui est très présente en manif et qui fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait répondre présent à l'appel parce que c'est pas normal qu'à Sciences Po, on n'ait rien fait. Donc, on a commencé à faire un petit groupe. De base, on était du coup 3, 4, 5. Ça a beaucoup grandi. Là, je pense qu'on doit être une bonne soixantaine. On est presque 70. Voilà, presque 70 sur le groupe WhatsApp, donc c'est super. Et concrètement, ce que c'est, ça a aucune existence juridique parce que c'était pas le but en fait. Et on aurait pu demander, mais c'était vraiment pas le but. Le but, c'était d'agir rapidement. Tout le monde peut rejoindre, c'est une organisation horizontale. Tout le monde peut participer comme il veut. Donc chacun s'engage comme il veut, il n'y a pas de pression. C'est assez ouvert, on discute de plein de choses. Il y a beaucoup de diversité d'opinions au sein du comité. On a des grandes lignes, évidemment. C'est la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on veut se bouger pour essayer d'avoir un impact, même s'il est minime, sur la situation. Ou sensibiliser, en parler autour de nous, tout ça. Mais il y a une diversité au sein et on la respecte. Et donc du coup, tu dis qu'il y a plusieurs idées des fois qui se confondent, vous n'avez pas forcément le même point de vue sur la question. Est-ce qu'il y a vraiment des leaders et d'autres qui suivent, ou vous voyez vraiment tout totalement horizontalement, comment ça se passe en pratique? Du coup oui, c'est horizontal. Le but c'est pas qu'il y ait deux leaders, mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui reviennent de manière plus fréquente. Mais ça, c'est une question de est-ce que tu as du temps pour, est-ce que tu te le déplaces, et aussi, par exemple, on a déjà fait des ventes de gâteaux. Tout le monde n'a pas les compétences pour faire un gâteau. Oui, c'est tout bête, mais oui, bien sûr. Voilà, il y en a qui aiment bien faire des gâteaux. Chaque membre fasse son gâteau. C'est ça. Et il y en a qui aiment bien faire des gâteaux. Et par exemple, il y en a qui aiment bien débattre sur la théorie ou sur la pratique, ce qu'on peut faire, et qui vont être aux réunions. Au contraire, le fait qu'on soit autant, c'est bien parce que ça permet à ce qu'il y ait toujours des gens qui vont agir. Et en termes de divergence, oui, c'est déjà arrivé qu'on ne soit pas d'accord sur plein de sujets. C'est pour ça que les réunions, des fois, elles durent un temps assez conséquent. C'est ça. Par exemple, il y en a qui sont d'accord pour le fait qu'il y ait une riposte
de la part de la Palestine, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui pensent aux 2 États, il y en a qui pensent qu'il peut en avoir qu'un seul. En fait, ce qui nous réunit, c'est vraiment l'idée qu'il faut agir concrètement. Là, on a une situation qui peut s'apparenter à un génocide qui est en train de se passer, et je veux dire, on apprend en cours l'histoire du génocide arménien, l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda, l'histoire des génocides juifs, tziganes. Pourquoi est-ce que là on fait rien ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui est fait ? Enfin, pour moi, ce sont des humains, c'est une vie humaine vaut une vie humaine. Si je peux faire quelque chose, je le ferai. Ça me paraît logique. Ouais, pour toi, c'était... Bah, du coup, on anticipe un peu la question que pardon. j'allais poser, mais il n'y a pas de souci. C'est oui, pourquoi, du coup, vous avez choisi de vous engager dans ce comité ? Est-ce que tu dis c'est une évidence devant voilà, un truc qui semblait totalement injuste ? Ou est-ce que vous êtes plus personnellement touché ou juste voilà, vous voulez agir politiquement ? Bah, en vrai, pour moi, c'est aussi pour combattre le sentiment d'impuissance, en fait. Le fait de se dire qu'il y a ça, mais sur le côté, bah, il y a des ventes de gâteaux, par exemple, à Sciences Po qui s'organisent où on a pu récolter 250 €, 230 € pour la précarité menstruelle pour les femmes de Gaza. En fait, je pense que bah, ça aide à combattre cette forme d'impuissance qu'on peut ressentir. Pour moi, c'est la raison pour laquelle on s'engage de manière générale. C'est déjà bah, pour faire quelque chose, parce que ça peut être une cause qui nous tient à cœur. Moi, je sais qu'en vrai, la Palestine, j'en ai toujours entendu parler, vu que je suis dans un foyer assez politisé. Mais aussi, bah, on va pas se mentir, aussi pour se renvoyer une image positive de soi-même aussi. Et enfin, pour combattre ce sentiment d'impuissance. Ok, donc ouais, finalement, c'est plusieurs raisons. C'est aussi qu'on est étudiant de Sciences Po, et c'est con à dire, mais on a quand même une certaine crédibilité vis-à-vis de la société française en général. Et je pense que c'est important de l'utiliser, surtout sur un sujet qui n'est pas pris au sérieux, en fait. Si nous, on se réveille et qu'on se dit vas-y, viens, on en parle autour de nous, on essaie de faire le maximum, peut-être que les gens ils vont nous écouter. Le problème, c'est que les médias, ils en parlent, mais je veux dire, ils disent pas la réalité des choses. Et c'est dangereux, et nous, on a un rôle aussi en tant qu'étudiants de Sciences Po. On fait des ventes de gâteaux, certes, ça va pas changer le monde, ça va pas faire un cessez-le-feu, mais je veux dire, voilà, au moins on en parle autour de nous, on fait le maximum, et c'est déjà ça, je trouve. Pour moi, c'est important de s'engager, même si on a l'impression qu'on va pas concrètement changer les choses. Parce que souvent, c'est le truc qui revient, par exemple, quand on parle de l'écologie. Ouais, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais faire ça ? Parce qu'au final, si je suis tout seul, personne, ça va pas agir concrètement sur la planète. Oui, mais tu agis, c'est déjà ça, en fait. C'est déjà mieux que rien. Je veux dire, ok, on a peut-être fait 2 ventes de gâteaux, mais l'argent qu'on récolte, on leur donne à des associations qui agissent concrètement là-bas. Ça permet de rendre le truc beaucoup plus concret. Exactement. Pour la première vente de gâteaux, qui du coup était donnée à la Croix-Rouge. Au Croissant Rouge. C'est ça, exactement, au Croissant Rouge. Je me dis peut-être que ça a pu sauver la vie de quelqu'un, ou peut-être que ça a pu nourrir des personnes. C'est déjà super, en fait. Ouais. Et au-delà de ça, moi je crois de fou au pouvoir de l'influence, c'est-à-dire que si autour de toi, bon bah il y a tant de personnes qui s'engagent, tu vas beaucoup plus considérer le fait de t'engager puisque la lutte elle est visible, plutôt que si c'est une lutte qui est mise sous silence. Enfin c'est comme l'écologie, genre si tout ton entourage trie ses déchets et que toi tu mets ton plastique dans la poubelle verte et que après bah, tous tes potes ils te disent oh shame tu mets ton plastique dans la poubelle verte, bon bah tu vas mettre ton plastique dans la poubelle jaune. Et du coup, vous parliez du sentiment parfois d'impuissance. Il y a aussi ce qui est de l'épuisement militant, un peu de la lassitude qui peut s'installer lorsque on a l'impression de faire tout ce qui est possible, que les choses ne changent pas, ou alors pas assez vite pour nous. Du coup, je me demandais, vous avez quel rapport avec ce sentiment d'impuissance et en général même la place de vos émotions dans l'engagement en général, parce que c'est quand même une cause très sensible. On voit parfois des images de combat et tout ça, ça peut être très, je pense, prenant émotionnellement. Du coup, est-ce que pour vous, il faut savoir prendre du recul ou au contraire, il faut se confronter à toute cette dureté parce que ça fait partie du combat aussi ? Pour moi, il faut savoir prendre du recul, c'est important parce qu'en fait, si on s'engage trop de manière de façon qui ne nous corresponde pas, on va juste arrêter au bout d'un moment parce qu'on va être épuisé. Moi, j'avoue que j'ai tendance à pas trop écouter mes sentiments parce que je me dis la cause elle est plus grande que moi et je suis qui pour dire oh là je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller en manif. Je peux pas réfléchir comme ça personnellement, mais je sais que c'est pas forcément bien parce que sur le long terme ça va peut-être me porter préjudice. Donc voilà, moi personnellement ce sentiment d'épuisement militant je l'ai eu en vrai assez rapidement après la réforme des retraites parce que on a fait des manifs tous les dimanches énormes et en final la loi elle est quand même passée. Enfin, c'est tellement frustrant et personnellement, ça me motive à continuer, mais ça me motive aussi à changer, je crois qu'on va en parler après, de moyens de contestation, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les moyens de contestation conventionnels, pacifiques, ils sont plus écoutés. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a plein de moyens de contester, il n'y a pas que les manifestations, il n'y a pas que des choses qui sont violentes physiquement
où moralement, récemment, j'ai fait une formation à la désobéissance civile non violente tenue par Extinction Rebellion. C'est un mouvement horizontal, auto-organisé, qui se bat contre le changement climatique et qui fait des organisations comme des die-in, des sit-in, enfin c'est des choses vraiment non violentes qui sont quand même illégales parce que ça peut bloquer la circulation, par exemple bloquer des AG d'actionnaires de Total, des choses comme ça, mais qui sont pas violentes en fait. Et ça permet à n'importe qui de s'engager, peu importe tes capacités, il y a quand même des façons de t'engager et faut juste se renseigner et vraiment je pense que c'est important. Ok, ouais, donc toi c'est comme ça que tu arrives à maintenir le poids émotionnel, ça, c'est trouver la forme d'engagement qui correspond à chacun en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu m'as permis de me remémorer de la déception que ça a été en fait l'échec de la motion de censure De rien. pendant la réforme. Mais vraiment, c'est vrai que moi ça m'a découragé de fou. Et puis même après du coup les manifestations d'après, je sais plus si je les ai faites, mais honnêtement Ouais. il me semble pas parce que c'est un peu en mode en fait ça marche pas, donc à quoi ça sert quoi. En fait je comprends de fou ce. Après je me suis pas assez engagé pour avoir un vrai burn-out militant comme pourrait en parler Camille Etienne, la militante écologiste ou d'autres militants. Mais c'est vrai que quand on voit que la lutte elle avance pas, c'est super frustrant. Ouais, donc tu ressens tout à fait un peu cette lassitude et cet épuisement. Ouais. Oui. Moi, par exemple, si on parle de la réforme des retraites, je sais que ça m'avait d'autant plus politisé. C'est à ce moment-là que j'avais rejoint Ouais, la plus FGR. d'indignation finalement. Ouais, du coup, je m'étais dit, il faut faire quelque chose là, il faut agir. Est-ce qu'il faut péter quelque chose? Il faut y aller ou pas? Après, moi, j'agis pas forcément en partant du principe que je vais obtenir ce que je vais avoir. J'agis parce que pour moi, ça me paraît juste et que c'est la chose à faire en fait. Donc, quand j'ai fait la réforme des retraites, bien évidemment que je voulais que ça saute. Il n'y a pas de débat sur ça. Pour autant, c'est vrai que du coup, en manifestant, je partais pas du principe qu'on allait obtenir ce qu'on souhaitait parce que en réalité, c'est compliqué d'être entendu parce qu'il y a un réel fossé entre les élus et les électeurs. Donc, en fait, le fait de ne pas avoir réussi, ça m'a donné plus envie d'agir et du coup de changer de mode d'action. Mais ça n'a pas remis en question mon militantisme. Et je le vois pas comme ça. Parce que si on part de ce principe-là, je serais déprimée tous les jours de ma vie quand je vois le monde dans lequel on est. Ok, du coup j'arrive à la dernière question sur ce sujet. C'est un petit peu participatif parce que je vais vous demander, selon vous, donc je me base sur une enquête Jeunes en France qui date d'octobre 2023, quelle est la cause qui mobilise le plus les jeunes aujourd'hui? Moi, je dirais l'écologie. Hein. Ouais, j'ai dit la même chose. Vous pensez que c'est ça? Tu pensais que C'est mon dernier mot. Je C'est sais pas pas. le premier. Ah, Oh. Ouais, en vrai, je dirais peut-être le réchauffement climatique ou peut-être la justice sociale de manière générale. La toute première cause, c'est le gaspillage alimentaire. oh waouh. C'est très Ça précis. représente 45% des jeunes qui sont déjà engagés. Et à 43%, donc pas très loin derrière, on a la défense de l'environnement. Ensuite, on a la lutte contre les violences faites aux femmes à 43%. La lutte contre le racisme à 42%. Et quand même, il y a aussi la lutte pour le bien-être animal qui est également à 42%. Par contre, il faut quand même remarquer qu'on a pour les jeunes le patriotisme et la lutte contre l'immigration qui sont quand même à 20 et 19% respectivement. Donc c'est quand même assez énorme et c'est surtout en augmentation par rapport aux autres années. Alors qu'on a vraiment une baisse des luttes, par exemple, antimilitaristes, qui ont presque quasiment disparu. Du coup, toute dernière question, est-ce que vous êtes étonné par ces résultats ou pas spécialement? Non. Très peu étonné. En fait, ça me paraît évident quand on regarde les médias. Forcément, la population suit les préoccupations des médias. Donc, ça me paraît évident que la lutte pour le patriotisme et contre Même l'immigration. chez les jeunes, pour le coup. Ouais, non, ça m'étonne. Je pense que même si les jeunes ne regardent pas forcément les médias traditionnels, ils ont une famille, quoi. Donc, ils ont une famille, et puis la socialisation primaire, elle joue grandement. Donc, en vrai, ça m'étonne absolument pas que la lutte pour le patriotisme et contre l'immigration, ce soit quelque chose d'aussi répandu. Et en fait, comme je disais, je vais prendre l'exemple de l'association où je suis, du coup, elle a plus aucune subvention. Donc, en fait, pour moi, je le vois comme un ruissellement. En fait, c'est une préoccupation importante pour l'État. On l'a vu notamment avec la loi immigration. Et puis, forcément, ça va sur la population parce que les préoccupations politiques deviennent des préoccupations de la population. Et en plus, on voit que, en fait, maintenant, les discours anti-immigrationnistes et pro-patriotiques, c'est pas seulement le RN qui tient ces discours. C'est-à-dire que maintenant, on a les partis
conventionnels, même pas classés à l'extrême droite, qui reprennent ces mêmes discours. On a Éric Ciotti qui parlait du grand remplacement. Enfin, Éric Ciotti... C'est la norme maintenant. Oui, en fait. bah oui, c'est normal. Tout à fait. la droite républicaine de base qui parle, même Gabriel Attal qui disait qu'une des priorités de son mandat c'était la défense de l'identité française. Ah ouais. Ouais, il a dit ça à un Ouais, moment, il y a pas longtemps. Je veux dire, donc en fait, on voit que ces idées, elles se propagent dans les différents partis et que même si l'extrême droite restait diabolisée, en fait, les autres partis s'occupent très bien de porter ces c'est normal. idées. Enfin, je suis vraiment pas étonné pour le coup. Non, pareil. Non, franchement, puis quand on voit la dédiabolisation de l'extrême droite en ce moment, rien que là, récemment, les jeunes avec Bardella, ils utilisent clairement des stratégies comme quoi, oh regardez, on a un jeune, il est beau gosse, allez, c'est bon, votez pour lui pour les européennes. Donc non, moi ça m'étonne pas du tout. On voit aussi la complaisance de l'État et notamment de la police avec, par exemple, les militants identitaires, comme les manifestations qu'il y a pu y avoir à Paris, qui ont été pas réprimées, ou alors très peu réprimées par rapport à toutes les autres manifestations de gauche qu'il peut y avoir. Ça envoie un message de oui, vous avez le droit en fait. C'est toléré, on tolère. Et pour moi c'est extrêmement dangereux. J'ai très peur de ce qui va se passer dans les années à venir. Donc du coup, on a fini sur cette thématique de l'engagement étudiant. On va donc parler maintenant des formes d'action qui sont plus ou moins légitimes. Lorsque les étudiants manifestent pacifiquement les vendredis après-midi pour interpeller sur l'inaction climatique, la majorité de l'opinion publique approuve. Mais par contre, lorsqu'on asperge la vitrine de la Joconde avec de la soupe, là, les réactions sont un peu plus polarisées. Alors, est-ce que c'est des actions choc ou c'est contre-productif ? Est-ce que c'est du militantisme actif ou du terrorisme ? Certains répertoires d'action sont très polémiques et cristallisent les débats. Donc souvent les opinions se polarisent et les avis se déchirent sur ce qu'on considère légitime ou non. On pose également une question donc fondamentale, est-ce que ce qui est illégal est nécessairement illégitime ? Les cercles militants et les mouvements sociaux se posent généralement cette question et s'interrogent systématiquement sur le cadre de leurs actions, l'intensité de la violence qu'ils utilisent ou non et le rapport qu'ils ont à l'illégalité. Je vais donc vous poser une première question. Est-ce que la lutte individuelle ou collective au nom d'un combat qu'on peut estimer au-dessus de tous et qui transcende la société peut et doit s'affranchir des lois et du cadre juridique ? Pour moi, on peut plus agir dans le cadre de la loi. En fait, c'est un peu lancer un coup d'épée dans la rivière. Regarde, on a manifesté dans le cadre de la loi, on s'est quand même fait attaquer. Moi, personnellement, j'étais nassée, j'ai pris lacrymo, je me suis mise par terre parce que j'arrivais plus à respirer. Donc, eux n'ont pas respecté la loi. Mais par contre, nous, on n'est pas entendus. C'est juste qu'en fait, on se rend compte que le cadre de la loi actuelle nous enferme. On n'est pas passif parce qu'on essaie d'agir, mais on est quand même dans une forme de passivité parce qu'on peut concrètement rien changer. Bah, moi, vraiment, ce serait le rêve qu'on ait juste à aller en manif. On est genre beaucoup en manif, hop. Et là, le gouvernement, il nous voit, il fait « Ok, d'accord, c'est bon, j'avoue, j'avais tort. » Et il retire la loi, genre. Ce serait vraiment, moi, premier degré, c'est pas une blague. Hein. Vraiment, ce serait incroyable. Le souci, c'est que aujourd'hui, on voit que ça marche pas. Et donc, pour moi, tous les moyens de contestation sont légitimes. Après, ils sont pas tous efficaces. Parce que l'opinion publique est pas encore assez habituée. Le cadre de représentation nous interdit de voir ça comme accepté. Mais pour moi, ouais, tout est légitime. Et en fait, on sait pas ce qui va marcher. Aujourd'hui, on voit ce qui ne marche pas, on sait pas ce qui va marcher. Donc, autant multiplier nos chances et faire le maximum et tenter plein de moyens de contestation pour voir ce qui va marcher. Mais c'est sûr que si aujourd'hui on reste dans le cadre de la loi, mais en fait le gouvernement il en a rien à faire. On lui fait plus peur là, le truc c'est qu'on doit instaurer un rapport de force. L'État de base il est là pour nous représenter, il est là pour organiser une société, il est là pour nous. Aujourd'hui l'État il défend ses intérêts, aujourd'hui l'État il défend les intérêts d'une classe. Donc à partir de ce moment-là, c'est à nous d'instaurer le rapport de force, on est plus nombreux, c'est à nous de dire non là ça nous va pas et sortir du cadre de la loi si on estime que c'est juste. Ouais, moi je suis totalement d'accord. Premièrement, en fait, je voudrais revenir sur le mot terroriste pour parler de la soupe et de la Joconde. Je pense que les moyens d'action utilisés par ceux qu'on appelle terroristes, quoi. Enfin, c'est un mot. L'abus de langage. Oui, voilà, c'est un mot c'est un mot poubelle en fait qu'on sert quand on veut. Délégitimiser des luttes ou des moyens d'action collective. Ensuite, moi, en ce qui concerne la violence, j'ai été assez étonné, dans les manifestations contre la réforme des retraites, il y a eu la rotonde qui est un peu le symbole du bar bourgeois à Vavin dans le 5e, qui a été, je crois, la devanture, elle a brûlé ou quelque chose comme ça, et ça a déclenché des émois pas possibles, ou pareil, quand le Zara de Châtelet, pendant les émeutes, qui a été pillé, ça a déclenché des réactions, pour moi, qui étaient disproportionnées. En fait,
je suis assez étonné qu'on on soit plus choqué par après c'est logique aussi, c'est une violence qui est plus visible, mais qu'on soit plus choqué par ces destructions de bâtiments qui sont finalement le symbole de l'ordre bourgeois, plutôt que par l'injustice, la violence sociale en fait que vivent les travailleurs, que vivent les personnes dans les quartiers populaires. Et pour moi, cette violence sociale, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus violente que la violence qu'on pourrait voir par exemple contre Zara, contre la Rotonde. Oui, de toute façon, après le but est aussi de taper un symbole, enfin quand on fait ça forcément, Oui, bien c'est sûr. symbolique. La violence sociale, non seulement pour moi, elle arrive même pas au niveau de la violence systémique, mais c'est surtout que la violence systémique, elle arrive en premier. En fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que les médias mettent le projecteur sur toutes les violences, les émeutes. On a l'impression que c'est eux qui provoquent. Oui, donc En fait. pour vous, la première violence vient pas... Voilà, c'est ça, et on l'oublie. C'est pas qu'on l'oublie, c'est que on n'en parle pas parce que ça arrange pas les médias, qu'on commence à se dire ah oui, peut-être que le système économique a un problème. Oui, et puis je pense que si on reste dans le cadre de la légalité, moi, par exemple, je suis bien content que à Stonewall, dans les années 60, il y ait des personnes queer qui aient jeté des pavés et qui aient manifesté pour montrer qu'ils étaient là, qu'ils étaient queer, et que aujourd'hui, je peux me marier, je peux vivre ma vie en tant que personne queer, pas sans souci non plus, n'abusant rien, mais voilà, ça a marqué de grandes avancées dans toutes les luttes sociales. Donc moi, ça me paraît évident que l'État nous dise que toutes les formes de violence ne sont pas légitimes, parce que on l'a vu en cours, hein, le but de l'État c'est le monopole de la violence légitime, et donc à partir du moment où on lui vole cette violence légitime, l'État n'a plus lieu d'exister. Mais en fait, pour moi, il faut sortir de ce cadre-là. Ouais, faut pas oublier que ce qui est acquis aujourd'hui, ça a été illégal dans le passé, donc faut pas réfléchir à partir de nos croyances de maintenant, faut essayer de voir un petit peu plus loin quand même, sinon on va pas avancer. En fait aussi, je trouve qu'il y a une espèce de diabolisation à l'idée de sortir du cadre de la légalité maintenant, parce qu'on nous dit mais regardez, vous avez tout ça, dans le sens où on est en démocratie et on donne l'impression qu'on peut agir. Il y a des gens qui peuvent pas agir, il y a des gens qui peuvent pas aller manifester parce qu'ils sont contraints d'aller bosser ou ce genre de choses, et du coup eux sont extérieurs. Pour ça, c'est qu'on n'arrive pas à s'unir, et si on n'est pas unis, c'est vrai que c'est compliqué de réussir à avancer, mais pour moi c'est important au contraire de faire de ce type d'action, et c'est ce qui est plus visible. Souvent on montre que le négatif. Là par exemple on va parler de la soupe là, qui a été lancée contre la Joconde. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement c'est un symbole bourgeois qui a été touché, parce que c'est les bourgeois aussi qui sont à la tête de grosses institutions, les médias, ce genre de choses. Que aussi on voit que en fait c'est le symbole qui compte, parce que par exemple quand je crois que c'est un bâtiment public à Agen qui a été aspergé de merde de cochon, C'est ça. les médias n'en ont pas fait tout un plat, comme quand c'était le Zara de Châtelet, alors que pourtant là c'est un bâtiment public, on s'attaque directement à la propriété de l'État. Donc en fait on voit que ce qui est délégitimisé, c'est de s'attaquer à l'ordre social bourgeois établi. Quand on s'attaque qu'on voit, c'est que c'est pas la violence directement qui est condamnée, mais c'est le fait de s'attaquer à des symboles. Oui. Puis finalement, c'est qui exerce cette violence, parce que on a pu le voir quand c'était pour des manifestations à Sainte-Soline. Là, tout de suite, éco-terroristes et tout ça, on n'a pas entendu parler d'agri-terroristes. Non, oui. Voilà. Là, c'est beaucoup plus légitime. Du coup, donc, on parle un peu de ces actions parfois impopulaires, qui trop violentes ou choquantes, et qui donc desserviraient la cause. Mais en même temps, c'est ces mêmes actions qui permettent d'en faire parler dans l'espace public, et donc du coup de faire exister cette même cause. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a des formes de contestation qui sont à bannir ou vraiment à éviter, et est-ce qu'il y en a d'autres, certaines qui seraient préférables à d'autres selon votre point de vue? Après moi j'ai un souci avec le mot légitime, parce que la légitimité ça vient de la subjectivité. Moi ce que je considère comme légitime n'est pas forcément pour mon voisin, et Bien moi sûr. par exemple je ne considère pas que le militantisme d'extrême droite ça soit légitime. Moi, ça me fait peur, personnellement. Donc, je peux pas considérer que tout est légitime. Mais comme c'est normal qu'on puisse pas forcément considérer que mes actions soient totalement légitimes. Et c'est pour ça aussi qu'on peut être parfois autant diabolisé. Et est-ce que, du coup, il faut toujours aller plus loin pour essayer d'être le plus visible? Ça, c'est une question qui est, je trouve, très intéressante. Pour moi, ça dépend aussi de ton statut et à quel point tu peux te mettre en danger, à quel point tu es d'accord pour te mettre en danger. Ce qui suscite le plus de réactions, c'est ce qui fait le plus peur. Ouais. Donc, est-ce qu'on se concentrerait pas sur ça maintenant? En fait, je me demande s'il faut que j'alterne entre être dans le cadre de la légalité, chercher à faire monter la gauche, et d'autre côté, du coup, dépasser le cadre de la légalité. Pour le coup, c'est vraiment super intéressant, parce que tu mets un peu la légalité et donc un peu les moyens citoyens, on va dire, de militer, donc principalement le vote, et un peu tout ce qui serait d'un militantisme plus
engagé physiquement et personnellement. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers plus du concret et donc abandonner le vote qu'on trouve trop inefficace, ou allier les deux, de se dire que le vote et donc du coup les campagnes électorales, tout ça, doit aussi s'allier d'un militantisme plus pratique? Franchement, ce serait assez ironique que nous, étudiants de Sciences Po, on dise « Ouais, non, le vote, ça sert plus à rien ». Moi, je sais pas ce qui va fonctionner. Bon, je suis anticapitaliste. Je sais pas qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de ce système. Est-ce que c'est le réformisme? Est-ce que c'est la révolution? J'en ai aucune idée, mais on sait pas ce qui va fonctionner. Autant mettre toutes les chances de notre côté, aller voter, aller dans les manifestations, dans les cortèges, faire d'autres formes de contestation. Et plus on sera nombreux à faire des formes de contestation non conventionnelles, plus elles vont devenir conventionnelles en fait. Moi, je dirais que je pense que je voterai, mais je crois que je comprends ceux qui votent plus. Je crois que je comprends les abstentionnistes qui se reconnaissent pas dans le système du vote, en fait, qui ont l'impression d'élire quelqu'un qui, dans tous les cas, va représenter les intérêts d'une même classe. Et c'est quelque chose que je comprends, en fait, surtout, moi je sais que les cours de droit constitutionnel, ça m'a beaucoup fait remettre en question ça, avec tout ce qui est le fonctionnement de la Ve République. En fait, à quoi ça sert de voter quand, de toutes les manières, le président qu'on va élire a tous les pouvoirs, même s'il y a un corps législatif. Donc en fait, je crois que je comprends ceux qui ne votent plus, qui se reconnaissent plus dans le système du vote. Après, moi, je pense que je continuerai à voter presque par naïveté, en fait, en me disant, bon, bah, au moins, j'aurais mis mon petit bulletin dans l'urne et peut-être qu'il en ressortira quelque chose de positif. Mais c'est vrai que, bon, est-ce que je trouve que c'est le moyen le plus intéressant pour arriver à une égalité sociale acceptable? Non, honnêtement, c'est pas le moyen d'action que je juge le plus efficace. Moi, je comprends totalement ce qu'Aïtor a dit. Par exemple, j'ai voté au premier tour, au second tour, j'ai décidé de voter blanc. Parce que je me voyais pas voter pour la peste ou le choléra. En fait, c'est plus question de conviction. C'est ça, je me sentais pas représentée, je me Oui, voyais pas faire un choix, c'est un choix en soi quand même. C'est vrai, c'est vrai. d'affirmer Mais en fait, pour moi, c'est soutenir l'ordre bourgeois ou soutenir des idées qui étaient aux antipodes en fait des miennes. Donc je ne pouvais pas. Donc c'est vrai que quand il y a le choix, oui, j'ai voté au premier tour, mais je comprends les personnes, oui, qui sont devant la difficulté de faire un choix, et c'est vrai que ça risque d'être compliqué en 2027. Il faut finalement allier le vote, mais aussi un militantisme plus pratique. Ouais, totalement. Très bien. Du coup, je pense qu'on a fini sur cette thématique. Merci beaucoup pour vos témoignages. Du coup, je vais vous demander si vous avez des petites recommandations à nous faire pour cette fin de podcast. Moi, je recommanderais surtout aux étudiants de Sciences Po qui comptent faire de la politique de lire Utopie réaliste de Rutger Bregman, je crois. C'est un livre rapidement qui en fait montre comment c'est possible d'atteindre une égalité sociale et en réalité assez facilement et de manière très peu coûteuse. On a l'impression que c'est impensable, infaisable. En réalité, on voit qu'il y a plein d'expériences qui montrent que c'est possible et ça permet de nous déconstruire sur beaucoup d'a priori. Et je pense qu'avant de se lancer dans la politique, c'est important de lire ce livre. Ok. Moi, du coup, ma recommandation, ce serait un podcast. Enfin, c'est plutôt une chaîne de podcast, je dirais, la chaîne de podcast Binge Audio, donc, qui produit les podcasts, notamment Kif Taras avec Rokhaya Diallo, sur les luttes antiracistes, Les couilles sur la table avec Victoire Tuagnon, Camille avec... Enfin bref. En fait, ils ont c'est une chaîne de podcasts et qui a plusieurs branches. Chaque podcast concerne une lutte, donc la lutte féministe, la lutte antiraciste. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des chercheurs et des chercheuses qui sont invités, qui ont fait leur thèse sur ce sujet. Et en fait, je trouve ça hyper enrichissant de les entendre parler sur les différents faits sociaux. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis de m'intéresser à plein de choses, donc par exemple le validisme, tout ça, dont j'avais pas entendu forcément beaucoup parler avant, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui aide à s'ouvrir sur les faits sociaux de la société française. Et moi, du coup, je vous recommanderais de suivre un journal qui est en train de se créer, qui s'appelle le Grain de Sel. C'est le journal de l'IEP. Alors, le principe derrière, c'était en fait de créer un endroit où les étudiants qui ont quelque chose à dire peuvent le faire. Donc, le premier numéro sortira mi-février. Merci beaucoup pour vos petites recos. C'était très cool. Merci aussi, du coup, d'avoir discuté sur ces sujets assez complexes, mais je pense qu'on est très bien sortis. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir, tout ça, et à partager. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Salut.